Ping! Le son métallique résonna à travers la vallée. À 3100 mètres de là, figeant chaque membre de l'équipe des forces spéciales. La femme, qui venait de réussir un tir impossible, posa doucement le fusil, sa main gauche tremblant légèrement, non pas à cause des nerfs, mais à cause d'un vieux shrapnel qui appuyait toujours sur des terminaisons nerveuses d'une guerre dont elle n'avait pas le droit de parler. « Comment diable ?» murmura le sergent-chef Torren, fixant la femme qui l'avait appelée. Il y a 20 minutes à peine, la nettoyeuse de fusils. Le local d'entretien des armes de Fort Bragg existait dans un univers différent du chaos contrôlé à l'extérieur. Tandis que les bottes martelaient le gravier et que les radios crépitaient de voix urgentes à travers la barre, à l'intérieur de l'armurerie, c'était assez silencieux pour entendre le métal chuchoter contre le métal. L'air était épais d'huile et de solvant pour armes, créant une atmosphère que la plupart des soldats trouvaient oppressante. Mais Mara Thorne la trouvait paisible. À 29 ans, Mara travaillait comme contractuelle civile dans l'armurerie depuis 3 ans, arrivant chaque matin à 5 heures précises et partant chaque soir à 18 heures sans faute. Elle se déplaçait parmi les armes comme un fantôme, les démontant et les remontant avec des mouvements si précis qu'ils semblaient chorégraphiés. Pourtant, malgré son habileté, la plupart des soldats remarquaient à peine sa présence. Elle était un meuble, un bruit de fond, juste une autre civile gagnant un salaire, entretenant les outils de la guerre. Ce mardi particulier avait commencé comme les autres jusqu'à l'arrivée de l'équipe des forces spéciales, fraîchement revenue de déploiement. Leur véhicule soulevait des nuages de poussière qui ne s'étaient pas encore déposés de la précédente convoi, et ils se déplaçaient avec l'agression contrôlée de prédateurs retournant à leur tanière. Parmi eux, le sergent-chef Torren se distinguait non par sa taille, mais par sa présence. Le genre d'homme qui s'attend à ce que le monde se réarrange autour de ses besoins. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire de Mara, je veux vous demander quelque chose. Si vous deviez cacher vos véritables capacités chaque jour, quel poids cela représenterait-il sur vos épaules? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si des histoires comme celle-ci vous touchent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » sous cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer à partager ces histoires de héros méconnus qui méritent d'être entendus. Merci beaucoup d'être là. Maintenant, revenons à ce calme mardi matin qui a tout changé. Mara était en train de cataloguer des munitions lorsque l'équipe de Torren est entrée, leurs bottes créant une symphonie de percussions sur le sol en béton. Elle n'a pas levé les yeux, gardant son attention sur les chiffres de son registre. Chaque entrée précise était méthodique. L'équipe s'est dispersée dans l'armurerie, déchargeant son équipement avec une efficacité rodée. Leurs plaisanteries remplissaient l'espace habituellement silencieux. « J'ai besoin d'un démontage complet sur cette beauté », annonça Torren, posant un étui Pelican sur le comptoir avec une force délibérée. À l'intérieur se trouvait un fusil de précision Chaytak M200 Intervention, marqué par l'usage mais méticuleusement entretenu. Le fusil était une légende parmi les armes à longue portée, capable d'une précision dévastatrice à des distances qui rendaient les autres fusils inutiles. Mara jeta un coup d'œil à l'arme, puis à Torren, avant de la tirer vers elle avec des mains gantées. Elle remarqua comment il la regardait, s'attendant à de l'hésitation ou peut-être de l'admiration pour cette arme sophistiquée. Au lieu de cela, elle commença simplement son travail, ses doigts trouvant chaque composant avec une familiarité inconsciente. Le boîtier de culasse supérieur se sépara en premier, puis l'ensemble de la culasse, chaque pièce retirée avec une économie de mouvement qui parlait d'innombrables répétitions. « Tu manipules ça comme si tu l'avais déjà fait », observa Torren, s'appuyant sur le comptoir. Son ton portait un mélange de surprise et de suspicion. « C'est mon travail », répondit Mara sans lever les yeux. Elle examinait la face de culasse avec une loupe de bijoutier, vérifiant les motifs d'usure qui pourraient affecter la précision. La vue agrandie révélait des salissures microscopiques que la plupart des gens manqueraient, mais ses mains cherchaient déjà la solution de nettoyage appropriée. La plupart des civils se figent devant un fusil comme ça, continua Torren, la regardant travailler. Le Chaytak n'est pas exactement un équipement standard. Les mains de Mara s'arrêtèrent une fraction de seconde avant de reprendre leur tâche. « J'ai lu les manuels, dit-elle simplement. Ce n'était pas un mensonge. Elle avait lu chaque manuel technique de la bibliothèque de l'armurerie. C'est qu'elle avait d'abord rencontré les spécifications du Chaytak dans un contexte très différent,
dans un endroit où une telle connaissance signifiait la survie plutôt que l'emploi. Pendant qu'elle travaillait, ses doigts traçaient les contours du fusil avec une intimité qui transcendait la simple familiarité. Elle connaissait la portée effective de cette arme, ses coefficients balistiques à différentes altitudes, les ajustements précis nécessaires pour différents types de munitions. Ces connaissances étaient ancrées dans son esprit comme une mémoire musculaire, exigeant d'être utilisée, même si elle se forçait à paraître simplement compétente, plutôt qu'exceptionnelle. « Je te dis quoi ?» dit soudainement Torren, sa voix portant le défi que les personnalités dominantes ne pouvaient résister. « Tu sembles connaître ton chemin avec ce fusil. Tu en as déjà tiré un? »« Non, métit Mira en douceur, ajustant la monture de la lunette par quartz de tour précis. Je les entretiens juste. »« Dommage, » marmonna Torren, échangeant des regards avec les membres de son équipe qui s'étaient rapprochés pour observer l'interaction. Une arme comme ça mérite d'être utilisée par quelqu'un qui l'apprécie. Le soldat Reeves, plus jeune que les autres, avec des yeux vifs qui n'avaient pas encore appris à masquer les émotions, intervint. Le sergent pourrait toucher une pièce de 10 sous à 2000 mètres avec ça. Je l'ai vu faire en Afghanistan. Qui a dit que 2000 c'est un jeu d'enfant? Railla un autre membre de l'équipe. Le vrai test, c'est au-delà de 3000. C'est là que la rotation de la Terre commence à jouer avec ton tir. Les mains de Mira s'immobilisèrent momentanément. Elle savait exactement ce qui se passait à des distances extrêmes. Comment l'effet de Coriolis déviait des balles de leur trajectoire. Comment les changements de densité de l'air créaient des barrières invisibles. Comment même le rythme cardiaque du tireur pouvait dévier un tir de plusieurs mètres à de telles distances. Elle avait calculé ces variables tellement de fois qu'elles apparaissaient dans ses rêves. Des chiffres dansant derrière ses paupières comme des fantômes de missions passées. Quelle est la distance la plus éloignée que quelqu'un ait touchée avec un de ces engins? Demanda Reeves, son enthousiasme évident. Les records officiels sont d'environ 300 mètres, répondit Torren, ses yeux ne quittant jamais les mains de Mira alors qu'elle réassemblait le fusil. Mais demain, on s'installe au stand de tir 37. On a l'autorisation de pousser jusqu'à 3800 mètres. On va voir si les histoires sur ce fusil sont vraies. 3800 même. Le chiffre frappa Mira comme un coup physique, bien qu'elle gardât une expression neutre. Cette distance vivait dans sa mémoire, liée au vent hurlant et au goût de la poussière, à des calculs faits sous pression alors que des vies étaient en jeu. Sa main gauche trembla légèrement. Pas assez pour que la plupart le remarquent, mais les yeux entraînés de Torren le captèrent. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, son ton s'aiguisant. « Non » répondit Mira, se concentrant sur le serrage des boulons de la monture de la lunette à exactement 18 pouces livres. Elle attrapa un dispositif d'analyse balistique spécialisé dans l'armoire. Une technologie de balayage laser que Fort Bragg avait récemment équipée dans leurs ateliers de maintenance professionnelle pour assurer une précision absolue. La lumière bleue balaya le canon du fusil, affichant des données de trajectoire précises au micromètre près sur le petit écran. « Équipement sophistiqué » commenta Torren, regardant les chiffres défiler. On n'avait pas de joujou comme ça sur le terrain. La technologie avance, dit Mira d'un ton neutre, bien qu'elle se souvînt quand de tels dispositifs étaient classifiés, disponibles uniquement pour certaines unités menant certains types de missions. Maintenant, ils se trouvaient dans des armoires d'armurerie, des outils de routine pour un entretien de routine. Alors qu'elle effectuait les derniers ajustements sur le fusil, quelque chose tomba de sa poche. Un bracelet médical usé, le genre que les infirmières de combat portaient pour identifier les groupes sanguins dans les situations d'urgence. Elle se précipita pour le ramasser, mais la botte de Torren se posa doucement sur le tissu, le maintenant en place. « C'est un bijou intéressant pour une nettoyeuse de fusil, » dit-il doucement, sa voix portant un nouvel intérêt. Mira rencontra son regard directement pour la première fois. « C'était celui de mon père, mentit-elle. Il a servi pendant tempête du désert. » Elle tira le bracelet et le fourra profondément dans sa poche, sentant le tissu usé contre ses doigts. La vérité était bien plus compliquée. Le bracelet appartenait à quelqu'un qui avait saigné à mort dans ses bras il y a 5 ans. Quelqu'un dont elle avait mémorisé le groupe sanguin, ainsi que chaque autre détail de cette mission fatale. Ton père 5 ans qu'il y avait plus à l'histoire. Entre autres choses, répondit Mira, retournant son attention vers l'arme. Elle effectua les vérifications finales avec une précision mécanique,
chaque mouvement conçu pour paraître compétent, mais sans attirer l'attention. Le fusil était parfait maintenant, nettoyé et calibré pour délivrer la mort à des distances que la plupart des gens ne pouvaient même pas voir. « Tu sais, dit Torren lentement, une idée se formant derrière ses yeux calculateurs. On pourrait utiliser une paire d'yeux en plus au stand de tir demain. Quelqu'un pourrait aider à repérer. Peut-être apprendre quelque chose sur le tir à longue portée. Intéressé? » L'offre resta en suspens comme un défi. L'esprit rationnel de Mira lui criait de refuser, de maintenir sa couverture de contractuel civil sans histoire. Mais quelque chose de plus profond se réveilla, la partie d'elle qui manquait du poids d'un fusil, de la satisfaction des variables s'alignant en un tir parfait, de la concentration absolue qui faisait disparaître tout le reste. « Je dois vérifier avec mon superviseur, » dit-elle finalement. « Je l'ai déjà réglé avec le capitaine Hayes, » répondit Torren, avec un sourire de prédateur. Elle est très intéressée par nos méthodes d'entraînement. Elle a dit qu'elle approuverait tout personnel que nous demanderions. Le sang de Mira se glaça. Capitaine Hayes, le nom était assez commun, mais la façon dont Torren le prononçait suggérait une signification spécifique. Son esprit parcourut les possibilités, croisant des visages et des noms de son passé. Il y avait eu un lieutenant Hayes dans le corps du renseignement syrien, l'un des rares à avoir remis en question le rapport officiel sur sa dernière mission. « Adjusteur, tapantes » continua Torren, fermant l'étui du fusil avec finalité. « Stand de tir 37, ne sois pas en retard. » Alors que l'équipe des forces spéciales sortait, Mira resta seule dans l'armurerie soudainement silencieuse. Ses mains avaient cessé de trembler, mais son esprit s'emballait d'implication. 3 ans d'anonymat soigneusement maintenus pourraient s'effilocher demain matin. Le jeu le plus intelligent était d'appeler pour dire qu'elle était malade, de disparaître avant que les questions ne deviennent des enquêtes. Mais en regardant son reflet dans l'acier poli d'un boîtier de culottes de fusil, Mira vit quelque chose qu'elle avait essayé d'enterrer. Le fantôme de qui elle avait été vacilla derrière ses yeux. Nom de code Phantom 6. La femme qui pouvait enfiler des balles à travers des angles impossibles, qui avait sauvé des vies avec des tirs de précision qui défiaient la physique. Cette femme était morte en Syrie, enterrée sous des accusations et des rapports classifiés. Demain, elle pourrait avoir à la ressusciter. Le reste de son service passa dans un flou de maintenance de routine et de pensée qui s'emballait. Alors que 18h30 approchait, Mira se retrouva dans le bureau de l'armurerie, un espace exigu rempli de manuels techniques et de rapports d'inventaire. Elle sortit un cahier usé de son casier personnel. Ces pages étaient remplies de chiffres qui semblaient aléatoires pour un observateur occasionnel, mais racontaient une histoire très spécifique pour elle. Chaque entrée était un tir mémorisé. Distance, vitesse du vent, élévation, résultat. 5 ans de tir réduits à des points de données, une façon de s'accrocher à des compétences qu'officiellement, elle n'avait jamais possédées. Son doigt traça une entrée marquée uniquement par des coordonnées et un seul mot, échec. Ce tir la hantait plus que n'importe quel succès. 3700 mètres à travers une tempête de sable, essayant de couvrir l'extraction de son équipe. Elle avait fait les calculs parfaitement, pris en compte chaque variable, pressé la détente avec une technique de manuel. La balle avait volé droit, abattant le sniper ennemi qui menaçait son unité. Mais l'extraction avait quand même mal tourné. L'hélicoptère avait pris des tirs depuis une position qu'elle n'avait pas vue, qu'elle n'aurait pas pu voir depuis son poste d'observation. Eagle 7 était mort dans cet hélicoptère, tenu dans ses bras alors qu'elle appliquait une pression sur des blessures qui ne voulaient pas cesser de saigner. Son sang s'était mélangé au sien à cause de ses propres blessures, créant un lien qui transcendait le physique. Le bracelet médical dans sa poche avait été le sien, porté maintenant comme un rappel d'un échec déguisé en succès. Mira ferma le cahier et le verrouilla. Demain, elle se tiendrait sur un stand de tir avec des hommes qui pensaient comprendre le tir à longue portée. Ils connaissaient les aspects techniques, les mathématiques de la mort délivrée à distance, mais ils n'en connaissaient pas le poids, la façon dont un tir parfait pouvait quand même aboutir à un échec parfait. En quittant Fort Bragg ce soir-là, Mira s'arrêta à une petite clinique VA installée dans un s'ouvrir en gémissant, révélant une salle d'attente remplie de guerriers brisés, faisant semblant de lire des magazines démodés. Elle se rendit à l'unité de soins de la mémoire où son père était assis sur sa chaise habituelle près de la fenêtre. « Salut, papa », dit-elle doucement,
tirant une chaise à côté de lui. L'ancien sergent-chef Robert Thorne ne reconnut pas sa présence, ses yeux fixés sur quelque chose au-delà du verre que seul lui pouvait voir. L'IED qui avait pris ses souvenirs avait laissé son corps en grande partie intact. Une blague cruelle qui rendait son état plus difficile à expliquer à ceux qui s'attendaient à des blessures visibles. « Je pourrais faire quelque chose de stupide demain », continua Mera, parlant pour combler le silence plutôt que d'attendre une réponse. « Il y a un tir que je dois faire. Pas pour eux, pas pour moi, mais je ne sais pas. Peut-être pour prouver que je peux encore. » La main de son père Saint-Père bougea légèrement, ses doigts tapotant contre l'accoudoir de sa chaise selon un motif qu'elle reconnut, le rythme des balles quittant un fusil, la mémoire musculaire survivant là où la conscience avait échoué. Elle couvrit sa main de la sienne, sentant les tremblements qui correspondaient à ses propres nerfs endommagés. « Je sais ce que tu dirais, » murmura-t-elle, « que les tirs les plus difficiles ne sont pas ceux que tu fais, mais ceux que tu choisis de ne pas faire. Mais parfois tu as besoin de te souvenir de qui tu étais, même si tu ne peux plus être cette personne. » Le trajet de retour la mena à travers l'étalement militaire de Fayetteville, passant devant des prêteurs sur gage annonçant de l'argent rapide pour de l'équipement de combat et des bars qui promettaient d'aider les soldats à oublier. Son appartement se trouvait au-dessus d'un restaurant coréen, l'odeur du kimchi et de la viande grillée, une présence constante qui était devenue étrangement réconfortante. L'espace était spartiate, meublé avec des trouvailles de friperie et peu de personnalité. C'était une station de passage, pas une maison. Mais dans le placard de sa chambre, enfermée dans une mallette qui n'avait pas été ouverte depuis des mois, se trouvait la seule pièce de son passé qu'elle ne pouvait pas abandonner. Le fusil personnalisé n'était pas de l'équipement militaire. Elle l'avait construit elle-même au fil des ans. Chaque composant sélectionné pour des caractéristiques spécifiques, le tout plus grand que ses parties. Il était chambré pour les mêmes balles, pour être transformé Chaytak que le fusil de Torren, capable de tirer au-delà de 4000 mm entre de bonnes mains. Mera n'ouvrit pas la mallette. N'en avait pas besoin. Elle connaissait chaque courbe et chaque angle de ce fusil, pouvait l'assembler les yeux bandés en moins de 2 minutes. Demain, elle le laisserait enfermé et en sécurité. Demain, elle jouerait le rôle de la civile curieuse, elle raterait des piétés et poserait des questions évidentes. Demain, elle continuerait le mensonge qui la maintenait en sécurité. Mais alors qu'elle était couchée dans son lit, des chiffres dansant derrière ses yeux fermés, Mera connaissait la vérité. Demain, quelqu'un lui placerait un fusil dans les mains et la mettrait au défi de faire un tir impossible. Et malgré tous les arguments rationnels contre cela, malgré la vie prudente qu'elle avait construite sur l'anonymat et les mensonges, elle ferait ce tir. Parce qu'une partie d'elle, la partie qui calculait la dérive du vent pendant qu'elle dormait, qui voyait le monde en termes d'angle et de trajectoire, était déjà sur ce stand de tir, déjà installé derrière la lunette, déjà en train de respirer au rythme qui précédait le calme parfait. Le fantôme de Phantom Six s'agitait dans sa poitrine, exigeant d'être ressuscité, et Mera Thorne, contractuel et civil et personne de spécial, n'avait plus la force de la garder enterrée. L'aube se leva sur Fort Bragg avec une lumière réticente. Le brouillard s'accrochait aux vallées comme des secrets refusant d'être révélés. Mera arriva au stand de tir 37 à 6h45, 15 minutes en avance, mais toujours la deuxième personne sur place. Le capitaine Rachel Hayes se tenait près de la tour du stand de tir, sa silhouette familière d'une manière qui serra l'estomac de Mera. « Mera Thorne », dit Hayes sans se retourner. Ou devrais-je dire « Phantom Six ». Les mots restèrent en suspens dans l'air du matin comme un défi. Mera se força à maintenir une respiration régulière, à ne rien montrer sur son visage. « Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Le capitaine Hayes se retourna alors, et Mera se retrouva à regarder un visage qu'elle avait vu pour la dernière fois à travers le réticule de sa lunette il y a 5 ans. Pas comme une cible, mais comme une officière du renseignement coordonnant les routes d'extraction, pendant que Mera assurait l'observation. Les années avaient ajouté des lignes autour des yeux de Hayes, mais l'intelligence vive en Syrie, dit le capitaine doucement. 2e bataillon de renseignement. J'ai écrit 17 rapports remettant en question le récit officiel de ce qui est arrivé à votre unité. Ils ont tous été enterrés. Avant que Mera ne puisse répondre, le son de véhicules qui s'approchaient emplit l'air. 2 Humvees arrivèrent,
déchargeant l'équipe de Torrin avec leur arrogance typique des forces spéciales. Ils se déplaçaient avec une confiance décontractée, installant leur équipement et leurs lunettes d'observation comme si ce n'était qu'une autre journée d'entraînement. Aucun d'eux ne remarqua la tension crépitante entre les deux femmes. « On se parlera plus tard », murmura Hayes, reculant alors que Torrin s'approchait. « Mesdames », les salua Torrin avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Belle matinée pour du travail à longue portée. J'espère que vous avez apporté votre meilleur jeu, Thorne. » Mira haussa les épaules, jouant son rôle. « Je suis juste là pour observer et peut-être apprendre quelque chose. »« Bien sûr, » répondit Torrin, son ton suggérant qu'il n'achetait pas son numéro. « Eh bien, voyons d'abord ce que mes gars peuvent faire. »« Reeves, c'est à toi. » Le jeune soldat se rendit au poste de terre avec un enthousiasme ardent, s'installant derrière un fusil de calibre .50 Barrett M107A11. L'arme était une bête, capable de délivrer une puissance dévastatrice à portée extrême, mais aussi notoirement difficile à maîtriser. Reeves prit son temps pour vérifier les drapeaux de vent et consulter la carte de tir scotchée à sa crosse. « Cible à 3800 mètres, annonça Torrin. « C'est 2 sur 36 miles pour ceux qui comptent. Les vents sont à 7 nœuds de l'ouest. L'humidité est élevée. Conditions pas idéales. » Mira regarda la préparation de Reeves avec un intérêt professionnel déguisé en curiosité décontractée. Ses fondamentaux étaient solides. Bonne position couchée, appui de joue constant, placement approprié du doigt sur la détente, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. La façon dont il se battait avec le fusil au lieu de travailler avec lui. Le premier coup craqua à travers le stand de tir. L'écho roula dans les vallées. À travers la lunette d'observation, Torrin annonça « Raté, bas et à gauche d'environ 3 mètres. » Reeves s'ajusta et tira à nouveau. Un autre raté, 7 fois haut. À son 5e tir, la frustration était évidente dans chaque mouvement. Le fusil qu'il avait bien servi à des distances modérées le trahissait à une distance extrême. « Fais une pause », ordonna Torrin, puis regarda les autres membres de son équipe. « Quelqu'un d'autre veut d'essayer ?» Plusieurs le firent, chacun prenant son tour derrière divers fusils. Certains s'approchèrent, les impacts étant visibles à travers les lunettes d'observation, mais jamais tout à fait centrés. La matinée s'écoula, le brouillard se dissipant pour révéler une journée qui promettait de la chaleur et du défi à parts égales. Finalement, Torrin se tourna vers Mira. « Ton tour, civil. Voyons si regarder t'a appris quelque chose. » Mira s'avança, consciente que tous les regards suivaient ses mouvements. Elle avait maintenu sa couverture pendant 3 ans grâce à une médiocrité prudente, ne se faisant jamais remarquer, ne montrant jamais les compétences qui vivaient dans sa mémoire musculaire. Mais quelque chose à propos de ce matin, la présence de Hayes, le poids des affaires inachevées, l'odeur familière de cordite et d'huile à fusil, faisait que la dissimulation ressemblait à de la lâcheté. Elle s'installa derrière le Shaytak M200 qu'elle avait nettoyé la veille. Le fusil lui donnait un sentiment de retour à la maison. Ses mains exécutèrent des routines de préparation qui précédaient sa vie civile, vérifiant l'action, ajustant la position de la lunette, lisant les indicateurs de vent avec une compétence inconsciente. Lorsqu'elle remarqua que Torrin la regardait avec attention, elle fit délibérément semblant de tâtonner avec le réglage du bipied. « Besoin d'aide ?» proposa Reeves gentiment. « J'ai ça », répondit Mira. Ayant finalement positionné le bipied, elle plaça le fusil contre son épaule, trouvant cette poche parfaite où la crosse rencontrait le corps. À travers la lunette, la cible scintillait dans le mirage du matin, une plaque d'acier qui paraissait incroyablement petite à cette distance. « N'oublie pas de respirer », conseilla Torrin, son ton condescendant. « À cette distance, même ton rythme cardiaque affecte le tir. » Mira ravala la réponse qui voulait sortir, qu'elle avait appris à tirer entre les battements de cœur avant que Torrin n'ait terminé sa formation de base. Au lieu de cela, elle commença son cycle de respiration, appliquant les techniques de réhabilitation nerveuse du programme de thérapie avancée qu'elle utilisait pour les lésions nerveuses de combat, lui avait appris à travailler avec sa blessure plutôt que contre elle, chronométrant ses tirs entre des tremblements rythmiques. À travers la lunette, elle trouva le point idéal où le mirage cessait de danser et où la cible paraissait solide. Les drapeaux de vent montraient un flux constant de l'ouest, mais elle pouvait voir les variations subtiles dans le mouvement de l'herbe qui indiquaient un vent de travers à mi-parcours. Son esprit calcula automatiquement.
Ajustement d'élévation pour la distance. Dérive pour le flux primaire. Compensation pour la poche de vent de travers. Quand tu es prête, dit Torren, l'impatience s'immisçant dans sa voix. Le monde de Mayra se réduisit à la vue à travers la lunette. Elle trouva sa pause respiratoire naturelle. Ce moment entre l'expiration et l'inspiration où le corps atteignait un calme parfait. Ses nerfs endommagés créaient un schéma de tremblement prévisible. 3 secondes de stabilité, 1 seconde de mouvement. Elle avait appris à tirer dans ses fenêtres de calme, transformant un handicap en précision d'horlogerie. La détente se cassa nettement à 80 livres, le fusil repoussant son épaule avec une violence familière. À travers la lunette, elle regarda la trace de la balle, une légère distorsion dans l'air qui racontait sa propre histoire. Le temps s'étira alors que 2800 grains de cuivre et de plomb usinés avec précision volaient à travers les vallées et les cisaillements de vent. Puis l'impact, en plein centre, le stand de tir devint silencieux, à l'exception du vent qui bruissait dans l'herbe. Torren abaissa sa lunette d'observation lentement, son visage illisible. Reeves murmura quelque chose qui aurait pu être une prière ou une malédiction. Hayes s'avança, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Un coup de chance, dit Torren finalement. Impossible qu'une civile réussisse ça du premier coup. Vous avez raison, répondit Mayra doucement. Une civile n'y arriverait probablement pas. Elle actionna le verrou, chambrant une autre balle avec des mouvements si fluides qu'ils semblaient chorégraphiés. Cette fois, elle ne fit pas semblant de tâtonner, ne cacha pas l'expertise qui coulait dans ses actions. Le deuxième tir suivit le premier. Même prise, même déclenchement de la détente, même arc parfait dans l'air du matin. Deuxième impact, touchant le premier trou. « Jésus-Christ » murmura quelqu'un. Mayra tira 3 autres coups en succession régulière, chacun trouvant la cible avec une précision mécanique. 5 tirs à 3800 mètres, un groupement qui pouvait être recouvert par une carte à jouer. Elle sécurisa le fusil et se rassit, rencontrant finalement le regard stupéfait de Torren. « Qui diable êtes-vous » exigea-t-il. « Quelqu'un qui avait de l'importance, répondit Mayra. Maintenant, je ne suis qu'une personne qui nettoie vos fusils. » Hayes s'avança alors, tenant une tablette affichant des fichiers classifiés. « Messieurs, je vous présente l'ancienne opératrice de la division des activités spéciales de la CIA, Mayra Thorne. Nom de code Phantom 6, crédité de 47 éliminations confirmées dans 6 pays, y compris le plus long tir confirmé par une opératrice de l'agence. » L'équipe des forces spéciales échangea des regards, la reconnaissance se faisant jour. Les opérateurs paramilitaires de la CIA étaient des légendes dans la communauté des opérations spéciales. Des fantômes qui apparaissaient dans les zones de guerre sans reconnaissance officielle, menant des missions qui n'apparaissaient jamais dans les livres d'histoire. « J'ai entendu parler de Phantom 6, dit Reeves doucement. On disait qu'elle était morte en Syrie. Toute l'unité a été anéantie. » « L'unité est morte, confirma Mayra, sa voix stable malgré la douleur que les mots portaient. Eagle 7, Hawk 3, Diamond 4, Spectre 1, tous tués au combat. J'étais la seule survivante. Le rapport disait que vous aviez abandonné votre position, interjeta Hayes, sa voix portant des années d'enquête frustrée. Il disait que vous aviez rompu l'observation pour vous sauver pendant que votre équipe mourait. Le rire de Mayra était amer. C'est ce qu'ils ont écrit, la fiction créative a toujours été le point fort de l'agence. Elle regarda chaque homme à son tour, voyant le jugement prêt à se former. J'ai maintenu l'observation pendant 6 heures, pendant que mon équipe extrayait les otages. Quand l'hélicoptère a pris des tirs, je me suis déplacé de ma position pour fournir une aide médicale d'urgence. Eagle 7, l'opérateur Thomas Rask, saignait à mort à cause de blessures par shrapnel. J'ai choisi d'essayer de le sauver plutôt que de maintenir la couverture sur la route d'extraction. Sa main gauche tremblait visiblement maintenant, les lésions nerveuses s'affirmant sous l'effet du stress. Les forces syriennes ont touché ma position avec des RPG pendant que j'appliquais des garrots. Le shrapnel a traversé mon bras gauche, endommageant le nerf radial 12 minutes plus tard. Son sang s'est mélangé au mien. À ce moment-là, l'hélicoptère était au sol et brûlait. « Mais les otages ?» demanda Torren, l'intérêt professionnel l'emportant sur la dynamique personnelle. « 3 sur 4 ont survécu, dit Mayra. Je les ai portés sur 17 miles jusqu'au point d'extraction secondaire, me déplaçant de la nuit, évitant les patrouilles syriennes. Il a fallu 11 jours pour atteindre les forces amies. À ce moment-là, l'agence avait déjà rédigé son rapport.
échec de l'opérateur, position abandonnée, recommandation de déshonneur posthume. Hayes afficha un autre fichier. Sauf que quelqu'un a filmé toute la scène. Les forces syriennes, ironiquement, elles ont mis en ligne des images de casques de l'attaque, pensant que ça montrait leur victoire. Au lieu de cela, ça a montré l'opératrice Thorne maintenant sa position dans des conditions impossibles, ne se déplaçant que lorsque l'intervention médicale était requise. La vidéo défila sur l'écran de la tablette. Des images granuleuses montrant une silhouette en tenue de combat, se déplaçant entre les positions, engageant des cibles tout en traînant des coéquipiers blessés à couvert. On pouvait entendre les soldats syriens crier des coordonnées, appelant les frappes de RPG qui allaient finalement submerger la position. Ces images ont fait surface il y a 6 mois, continua Hayes. Elles ont entraîné une révision de l'enquête originale. Il s'avère que quelqu'un à l'agence voulait que votre unité soit enterrée pour couvrir un échec du renseignement. La mission a été compromise dès le début. Mauvaise information d'un atout de retourné. Mehra regarda les images avec un professionnalisme détaché, voyant sa jeune version d'elle-même prendre des décisions qui l'avaient hantée pendant 5 ans. À l'écran, on pouvait la voir appliquer une pression sur les blessures tout en ripostant d'une seule main. Son bras gauche est déjà pendu, inutile à cause des lésions nerveuses. « Alors, ils ont effacé votre casier ?» demanda Torren. « À titre posthume, » répondit Hayes. « Pour autant que les registres officiels le sachent, Phantom 6 est morte en Syrie. L'agence préférait ça. C'était plus facile que d'admettre qu'ils avaient détruit l'une de leurs meilleures opératrices avec un faux rapport. « Je ne voulais pas que le casier soit effacé, » dit Mehra doucement. « Les femmes mortes n'ont pas à détenir des habilitations de sécurité ou à maintenir des histoires de couverture. Les femmes mortes peuvent travailler dans des armureries et rendre visite à leur père sans la supervision d'un agent traitant. Les femmes mortes peuvent enfin dormir sans calculer des solutions de tir dans leurs rêves. » Elle se leva, brossant la saleté de ses genoux. « Vous vouliez savoir qui je suis? Je ne suis personne. Juste une autre contractuelle qui entretient vos armes. Quelqu'un qui comprend que les fusils méritent le respect parce que des vies en dépendent pour qu'ils fonctionnent parfaitement. La femme qui a fait ses tirs est morte il y a 5 ans. Ne la ressuscitez pas. »« L'agence veut vous ramener, » dit Hayes. « Réintégration complète, arriéré de salaire, choix des affectations. Ils savent qu'ils ont fait une erreur. » Le rire de Mehra était tranchant. Ils veulent en récupérer leur arme, quelqu'un qui peut tirer au-delà de 4000 mètres, délivrer des décisions politiques via une balle. Mais je ne suis plus cette personne. Elle leva sa main gauche tremblante. Même si je le voulais, les lésions nerveuses sont permanentes. Je chronomètre mes tirs entre les tremblements maintenant, transformant un handicap en rythme. Ce n'est pas ce dont l'agence a besoin. Vous venez de mettre 5 balles dans un groupement plus serré qu'aucun de nous n'aurait pu le faire, souligna Torren. Lésions nerveuses ou pas, vous êtes toujours létal sur des cibles en papier. C'est ce que je fais sur des cibles en papier, rétorqua Mehra. Mettez un humain dans cette lunette et voyez si ma main reste stable. Voyez si je peux faire les calculs quand je sais que le vent ramènera le son de l'impact jusqu'à moi, quand j'entendrai le résultat de ma décision à travers des kilomètres d'air. Elle secoua la tête. J'ai entendu assez de morts transportés par le vent. Hayes s'approcha, sa voix baissant. Qu'en est-il des autres? Les familles des membres de votre unité pensent toujours qu'ils sont morts à cause de votre échec. Vous ne voulez pas que ce soit corrigé? La question frappa plus fort que n'importe quelle coupe physique. Mehra pensa aux familles qu'elle n'avait jamais contactées, aux funérailles auxquelles elle n'avait pas pu assister, aux chagrins aggravés par les mensonges. « Envoyez-leur la vidéo, » dit-elle finalement. « Dites-leur la vérité, mais laissez-moi enterrer avec le reste. » « Et si nous ne pouvons pas faire ça, » insista Hayes, « si l'agence insiste pour votre retour? » Mehra se dirigea vers le Shaytak, passant ses mains le long de son canon. Ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont essayé de forcer un fantôme à être solide. Les fantômes ont tendance à disparaître quand vous en avez le plus besoin. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Torren, ton problème est la discipline de la détente. Tu la tapes au lieu de la presser. Tu as probablement appris ça en faisant des exercices d'engagement rapide. À portée extrême, ça se traduit par des mètres de déviation. Reeves, tu te bats contre le poids du fusil. Laisse-le s'installer naturellement. Travaille avec la gravité au lieu de t'y opposer. Martinez, ton cycle de respiration est trop long.
Tu manques d'oxygène et tu crées une tension musculaire. L'équipe la fixa alors qu'elle délivrait des corrections précises à chaque tireur, identifiant les défauts qu'elle avait observés en faisant semblant d'être désintéressée. Corrigez ces problèmes et vous réduirez vos groupements de moitié, conclut-elle. Attendez, cria Torren alors qu'elle se dirigeait vers le parking. Pourquoi nous aider? Mara se retourna une dernière fois. Parce que vous êtes des soldats qui essaient d'être meilleurs dans leur travail. C'est honorable. Vous ne demandez pas aux gens d'être des âmes. Vous essayez d'être meilleurs pour protéger ceux qui en ont besoin. Il y a une différence. Alors qu'elle s'éloignait, Hayes la rattrapa. Ce n'est pas fini, Mara. L'agence ne vous laissera pas partir comme ça. Ils l'ont déjà fait, répondit Mara. Il y a 5 ans, ils m'ont déclarée morte. Je ne fais que honorer leur paperasse. 6 mois plus tard, Mara nettoyait toujours des fusils à Fort Bragg. Mais la nouvelle s'était répandue de la manière silencieuse dont l'information voyage à travers les communautés militaires. Des vétérans aux mains tremblantes la recherchaient, lui posant des questions sur des techniques de tir qui fonctionnaient avec les handicaps plutôt que contre eux. Elle les enseignait tôt le matin avant l'ouverture officielle de l'armurerie, partageant les techniques de réhabilitation qui avaient sauvé son propre tir. Ce matin-là, Torren apparut dans l'embrasure de la porte avec 3 jeunes snipers, fraîchement sortis de l'école de base des snipers éclaireurs. Ils ont besoin d'apprendre ce que signifie vraiment la portée extrême, dit-il simplement. Pas seulement les calculs, mais le poids de tout ça. Mara étudia les jeunes visages, voyant sa propre ardeur s'y refléter. La partie la plus difficile n'est pas de faire le tir, leur dit-elle, c'est de vivre avec après. Chaque balle a une histoire, chaque impact a des conséquences. Si vous n'êtes pas prêt à porter ces histoires pour toujours, trouvez une autre spécialité. Un des jeunes soldats, une femme qui ne devait pas avoir plus de 22 ans, leva la main. Le sergent-chef Torren dit que vous avez fait le plus long tir confirmé par une opératrice. Comment gérez-vous ce record? Mara sourit tristement. En me souvenant que la mesure qui compte n'est pas la distance, c'est de savoir si le tir a sauvé des vies ou les a prises inutilement. J'ai fait des tirs parfaits qui ont abouti à un échec de mission et des tirs ratés qui ont sauvé des unités entières. Les livres des records ne capturent pas cette complexité. Elle se dirigea vers l'établi, ramassant un fusil qui avait besoin d'être nettoyé. Votre travail n'est pas d'être légendaire, c'est d'être efficace, précis et éthique. Faites en sorte que chaque tir compte, pas pour les livres des records, mais pour les gens qui dépendent de votre précision. Alors que les soldats absorbaient cela, Mara continua son travail. Les mains stables malgré le tremblement perpétuel. Elle avait trouvé sa paix non pas dans l'anonymat, mais dans un but, enseigner aux autres à être meilleure qu'elle ne l'avait été, à éviter les erreurs qui lui avaient coûté tout. Le fantôme de Phantom Six existerait toujours dans des fichiers classifiés et des histoires chuchotées, mais Mara Thorne avait trouvé quelque chose de plus précieux que la gloire opérationnelle. La satisfaction tranquille du service sans les projecteurs, de l'expertise partagée plutôt que thésaurisée, des fusils nettoyés avec la révérence qu'ils méritaient. Certains guerriers étaient destinés aux livres d'histoire. D'autres étaient destinés à s'assurer que ces livres racontaient des histoires véridiques. Mara avait choisi son chemin, et chaque tremblement dans sa main endommagée lui rappelait que c'était le bon.